Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le grand plongeon des bourses partout dans le monde. À Paris, l'indice perd 6,8%. L'Europe redoute les retombées de la récession économique prévue aux États-Unis. La France expérimente pour la première fois cette semaine un service minimum à l'école. Face à la grève prévue jeudi, 370 communes se sont portées volontaires. Nicolas Sarkozy en banlieue, c'est une première depuis son élection, mais sa visite ce soir à Sartrouville devrait se limiter au commissariat de police. Tempête en Allemagne, à son tour touchée par les délocalisations. Nokia ferme la dernière usine de téléphones portables. Angela Merkel elle-même encourage l'idée d'un boycott. En France, le gouvernement envisage de taxer les hôtels de luxe pour financer la restauration du patrimoine. 2 € par chambre pour les 4 étoiles et plus. Enfin, vendre son corps pour payer ses études. 2 livres lèvent le voile sur la prostitution étudiante. Un phénomène marginal mais qui interpelle. C'est le dossier de cette édition. Ça n'est pas encore la panique générale, mais la crise financière a donc pris une nouvelle dimension aujourd'hui. Les bourses ont connu un lundi noir, moins 6,8 à Paris, moins 7,14 à Francfort, moins 7,5 à Madrid. Dans les 3 cas, on n'avait pas vu cela depuis le 11 septembre 2001. En France, les 6 à 7 millions de petits actionnaires sont directement touchés. Romain Messi, Wassila Kemli. Une dégringolade mondiale. De l'Asie à l'Amérique latine en passant par l'Europe, toutes les places boursières ont connu un lundi noir. Moins 5% à Hong Kong, moins 6% à Sao Paulo ou Singapour, moins 7% à Francfort. À Paris, le CAC 40 perd 6,8% en une seule journée, un record depuis les attentats du 11 septembre, et retrouve son niveau de juillet 2006. Principale victime, ArcelorMittal qui voit son action baisser de plus de 11%, mais surtout les valeurs financières, AXA perd 10%, BNP Paribas plus de 9%. Le problème, c'est une crise de confiance et effectivement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et les acheteurs se retirent et veulent acheter toujours moins cher. Et il y a un certain nombre de vendeurs qui sont paniqués et qui vendent à tout prix. Une panique contagieuse chez les gros investisseurs qui craignent une récession aux États-Unis. Mais du côté des petits porteurs, comme ici, dans cet espace boursier parisien, on observe l'effondrement des cours sans trop d'inquiétude. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Pas du tout. Parce que ça va remonter. Un jour ou l'autre, ça remontera. Il ne faut pas être pessimiste. Lorsqu'on fait de la bourse, c'est pas à court terme. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc vous ne vendez pas? Non, je n'ai pas perdu d'argent. Pour les 7 millions de petits actionnaires, un même sentiment, ne pas vendre et attendre la fin de la dépression. Oui, un chiffre donne la mesure de ce qui est en train de se passer. En quelques jours, la bourse de Paris a perdu 15% de sa valeur. C'est l'équivalent de 220 milliards d'euros. 220 milliards d'euros potentiellement partis en fumée. Alors à l'origine de cette chute, il y a la crise du crédit aux États-Unis, les fameux subprimes. Elle a eu des répercussions directes sur l'activité et on craint maintenant une récession. Explication David Boeri, Alain Locasio. Des dizaines de milliers de maisons à vendre. Des propriétaires qui ne peuvent plus rembourser et qui se retrouvent à la rue. Parce que les banques américaines avaient prêté de l'argent à des clients à peine solvables, elles se retrouvent aujourd'hui dans la tourmente. La crise des subprimes, la crise de l'immobilier à risque continue de prendre de l'ampleur. La tempête est partie de Wall Street et s'est rapidement propagée. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de crack, parce qu'un crack, c'est véritablement une chute très forte des bourses plusieurs jours de suite. Là, c'est vrai qu'on a une chute très forte aujourd'hui, bien entendu, mais en réalité, on a une sorte de crise larvée depuis le mois d'août dernier, et on avait déjà eu même un avertissement au mois de février de l'année dernière. Donc on est plus dans une sorte de crise larvée qui se traduit de temps en temps par de très fortes chutes, comme on en a connu une aujourd'hui. Outre-Atlantique, on parle désormais de récession, pas encore en Europe. Mais pour le directeur général du FMI, reçu aujourd'hui à l'Elysée, il y aura bien un ralentissement mondial. Et tous les pays du monde souffrent du ralentissement de la croissance aux États-Unis. Enfin, tous les pays du monde, tous les pays développés. Heureusement, les pays émergents continuent d'avoir une croissance assez forte et continueront de tirer la croissance mondiale. Néanmoins, il n'est pas impossible que même sur les pays émergents, ça ait un certain effet. Et déjà en France, la croissance marque le pas. Christine Lagarde table sur 2% en 2008, contre une prévision de 2,5% il y a quelques mois. Et pour la première fois, effectivement, l'Europe s'inquiète ouvertement. Bonsoir François Vaudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Là-bas, on redoute que la crise affecte directement les 27 pays de l'Union.
Oui, effectivement, alors le lundi noir que viennent de vivre les bourses mondiales a été suivi ici à Bruxelles presque minute par les autorités européennes. Et ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois aujourd'hui, la présidence de l'Union européenne, la présidence slovène donc, a fait part officiellement de son inquiétude. Elle a ajouté qu'elle espérait que la situation n'était pas aussi mauvaise qu'il y paraissait, ce qui, vous en conviendrez, ne rassurera personne. Alors, les ministres de l'économie de la zone euro, qui sont actuellement en réunion à 2 pas d'ici, se veulent au contraire positifs. Ils rappellent que la crise est avant tout américaine et que l'économie européenne, elle, est en phase de croissance et non de récession. Bref, ils affirment en quelque sorte que le malade américain ne va pas contaminer le continent européen. Le problème, c'est que la journée d'aujourd'hui vient de prouver exactement le contraire et tous les économistes savent qu'une chute des bourses mondiales a fortement ensuite des conséquences dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes. Merci François. J'ajoute que la bourse américaine était fermée aujourd'hui pour cause de jour férié. Elle sera bien sûr suivie de très près demain après-midi. Toujours dans l'actualité économique et sociale, la France va connaître cette semaine la première expérimentation d'un service minimum à l'école. La grève des fonctionnaires, vous le savez, est prévue jeudi. Elle s'annonce très suivie dans l'éducation. Alors les communes sont appelées à accueillir les enfants lorsque les enseignants ne sont pas là. Les syndicats dénoncent une atteinte au droit de grève. Nabila Tabouri. École fermée pour cause de grève, c'est le casse-tête habituel de la garde des enfants. La solution envisagée, le service minimum. Concrètement, jeudi prochain, si l'instituteur de votre enfant fait grève, celui-ci sera quand même accueilli durant 6 heures dans les communes volontaires. Des agents municipaux seront là pour s'en occuper. Pas question de faire classe, il s'agit d'un simple système de garderie. Les retenues sur salaire des professeurs grévistes serviront à payer ces agents. L'État s'engage à reverser aux communes 90 € par heure pour 1 à 15 enfants et 90 € pour chaque tranche supplémentaire de 15 élèves. Le service minimum aurait dû être mis en place en septembre prochain. Le ministre de l'Éducation n'a pas voulu attendre. Non, ce n'est pas une atteinte au droit de grève. De même, on dit, il ne nous a pas prévenus. Bien sûr que si. J'ai toujours dit que je voulais aller vers un service minimum d'accueil et que si ça ne marchait pas, nous irions peut-être plus loin, en particulier en demandant aux professeurs de se déclarer grévistes 2 jours avant. Toulouse, Strasbourg, Caen, Marseille, plus de 400 villes tout à droite ont accepté de mettre en place ce service minimum. Refus catégorique à gauche, tollé chez les syndicats de professeurs. Xavier Darcos, lui, est prêt à aller plus loin. Jeudi sera une journée test. Offensive judiciaire tous azimuts après l'incendie à l'Assemblée de Corse. 6 personnes ont été interpellées aujourd'hui, 5 à Ajaccio, 1 à Bastia. Les enquêteurs travaillent sur des images de vidéosurveillance. Par ailleurs, des poursuites ont été intentées contre plusieurs des organisateurs de la manifestation qui avait précédé l'incendie. Et puis à noter que 2 agences bancaires ont été partiellement détruites la nuit dernière à Sartène. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, souhaite remobiliser les GIR. Les GIR, ce sont les groupes d'intervention régionaux créés en 2002. Il y en a 30 et qui regroupent des policiers, des gendarmes, mais aussi des douaniers et des agents du fisc pour lutter contre le trafic de drogue et l'économie souterraine. L'an dernier, 765 affaires ont ainsi été traitées. Des images signées Frédéric Delarue. Alors l'économie souterraine, on en entend souvent parler, on ne la voit pas souvent. L'une de nos équipes a pu filmer au plus près le trafic tel qu'il s'effectue quotidiennement. Et vous allez le constater quasiment sans se cacher. À Sevran et Épinay-sur-Seine, enquête Sylvain Le Petit, Chloé Cormery. 2 poubelles en travers de la route. Elles sont là pour retarder une éventuelle descente de police. Nous sommes dans une cité d'Épinay-sur-Seine. En caméra cachée, nous allons nous faire passer pour des acheteurs de cannabis. L'accueil est cordial. Un client est déjà devant nous, l'adolescent au pull rayé. Le dealer, capuche noire, n'a pas plus de 15 ans. La transaction se fait sans précaution particulière. C'est énorme en détail. Des vins, comprendre 20 € les 4 grammes de hashish. Nous lui en demandons 100 grammes. Il part donc en référé à son chef. Et revient avec le tarif. 400 €. 400 €, nous refusons et nous partons. Les simples revendeurs seraient 200 000 en France. Ils se recrutent sans difficulté. Ce sont des adolescents attirés par l'appât du gain, souvent eux-mêmes consommateurs de cannabis. J'étais un gros fumeur, comme la plupart des dealers, on se paye déjà notre consommation, qui est beaucoup, et donc on tire très peu de bénéfices, de 300 à 400 € par mois.
Vous, le plus gros que vous ayez acheté, c'est quoi? À plusieurs? Ouais. À plusieurs. On va dire 1 kilo, ouais, maximum. 1 kilo de résine de cannabis, acheté 2500 € qu'il mettra 15 jours à écouler, avec une marge de quelques centaines d'euros. Pour cela, il risque en théorie 5 ans de prison. Dans les quartiers, le trafic de cannabis est à l'origine d'affrontements fréquents, comme ici à Sevran. Il y a 3 mois, une balle perdue a même terminé sa course dans une école primaire. C'est un peu les luttes de territoire qui sont terribles aujourd'hui. Et puis l'idée aussi que certains ont encore de marquer un peu, de faire peur aux gens qui y habitent pour pas qu'ils aillent dénoncer des choses à la police et tout ça. Une économie souterraine difficile à endiguer. Chaque réseau a sa source d'approvisionnement et sa clientèle. Lorsque la police le démantèle, un autre prend sa place. Et à la veille de la présentation des grandes lignes du plan banlieue de Fadela Amara, ce thème de l'insécurité semble revenir au cœur des préoccupations du gouvernement et de l'Elysée. Nicolas Sarkozy se rend ce soir à Sartrouville, au commissariat. Premier déplacement en banlieue depuis son élection. Mais ça n'est peut-être pas si simple. Bonsoir Michael Darmon, vous êtes sur place. Ce déplacement s'inscrit dans un contexte, dans une stratégie bien particulière. Oui, effectivement. Alors plutôt qu'un retour en banlieue, on pourrait dire qu'il s'agit plutôt d'un retour dans les commissariats, puisque Nicolas Sarkozy est attendu ici dans quelques minutes. Il est actuellement en train d'effectuer une tournée à la gare de Sartrouville, à 2 pas d'ici. Donc je vous disais, c'est plutôt un retour dans les commissariats, car Nicolas Sarkozy, en panne dans les sondages, cherche tout simplement à rebondir et au plus vite. Alors depuis quelques jours, il multiplie les thèmes sur le terrain auprès des Français concernant l'économie, la sécurité. Il sera encore d'ailleurs demain dans des commissariats à Pau et à Bordeaux. Alors l'Elysée, on souligne qu'il s'agit plutôt d'expliquer les réformes, de faire une sorte de service après-vente des réformes qui sont faites et de communiquer, car dit-on, c'est lui qui est élu et non pas les ministres. Donc on l'aura compris, Nicolas Sarkozy cherche également à tourner la page People, si tant est que ça soit possible. Autre point sensible, il est mieux noté dans les sondages ces jours-ci que François Fillon, et vous pensez bien que cette évaluation des Français n'est pas faite pour plaire au chef de l'État. Oui, moins bien noté. Merci Michael. En tout cas, en ce qui concerne le plan banlieue, c'est demain à Vaux-en-Velin qu'en seront présentés les principaux axes. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est de là-bas et d'autres communes de la région lyonnaise qui étaient parties après les premières émeutes. La fameuse marche des beurs, il y a presque 25 ans, marche pour les droits et l'égalité, contre la violence aussi. Nous avons voulu savoir ce qu'étaient devenus les principaux acteurs de cette marche. C'est une manière de mesurer le chemin parcouru. Reportage Loïc Delamornay, Jean-Marc Nouknouk. Ils étaient une trentaine à l'origine. Un petit groupe formé à Vénissieux, près de Lyon, qui traversa la France à pied de Marseille à Paris, où une manifestation rassembla 100 000 personnes. L'histoire l'a surnommée la marche des beurs. Djida Tazdaït y a participé. Aujourd'hui, elle se rappelle ce que ça voulait dire, être arabe dans le quartier des Minguettes à Vénissieux dans les années 80. Les gens, ils avaient peur de parler, de s'exprimer, d'être responsables associatifs, de dénoncer les actions de la police, le racisme du maire. À l'époque, c'était vraiment quasi de la résistance. Et il y avait vraiment un danger de vie, pour la vie. C'est l'époque de ce qu'on a appelé les arabicides, une centaine de crimes racistes durant les années 80. Le leader de la marche s'appelle Toumi Djadja. Il sort de l'hôpital après avoir reçu une balle au ventre, victime d'une bavure policière. À ses côtés, un jeune prêtre catholique, Christian Delorme. Ce qu'on pouvait penser, c'est qu'après la marche pour l'égalité, la France avait découvert qu'une grande partie de sa jeunesse était plus colorée que d'autres, et on pouvait penser que désormais on allait avoir le souci de faire vraiment place à cette jeunesse. Or c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Reçus par François Mitterrand, les anciens marcheurs vivront de cruelles désillusions quelques années plus tard. Toumi Djadja est devenu imam radical et ne s'exprime plus sur le sujet. D'autres militants, plutôt de gauche, se retrouvent aujourd'hui dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, comme Abderrahmane Dahman, ancien de SOS Racisme. Cette volonté de vouloir changer n'a pas eu lieu avec la gauche, ni avec les socialistes, et malheureusement, c'est le cas de le dire, c'est une droite qui était radicale dans les années 80, qui va s'ouvrir progressivement et elle va aller vers l'intégration. Djida Tazdaït, elle aussi, a poursuivi sa carrière en politique. Elle fut élue députée européenne chez les Verts, mais aujourd'hui elle a rejoint le parti radical de Jean-Louis Borloo, membre de l'UMP.
En bref, les premières images de l'épave de la petite Julie, le chalutier qui avait coulé à près de 100 mètres de profondeur il y a 2 semaines, images prises par un robot. Elles n'ont pas encore permis de connaître les causes du naufrage qui a coûté la vie, rappelons-le, à 6 marins. Dans le Lot, le corps du second garçonnet, tombé samedi dans une rivière, a été retrouvé par des plongeurs sous un pont à quelques centaines de mètres de l'habitation de son père. L'actualité internationale avec d'abord la suite de la visite du président colombien Álvaro Uribe à Paris. Il s'est entretenu avec Nicolas Sarkozy et demande l'appui des Européens et aussi de l'Église catholique pour une nouvelle médiation en vue de libérer d'autres otages des FARC. Dorothée Oliéric, Pascal Stelletta. Une nouvelle médiation avec l'Église catholique, c'est ce que le président Álvaro Uribe est venu expliquer à Nicolas Sarkozy. 1 heure de discussion entre les deux hommes pour parler de la participation à cette médiation d'émissaires espagnols, suisses mais aussi français. Pour le président colombien qui nous a reçus dans la soirée, c'est la meilleure des solutions pour obtenir la libération des otages, dont Ingrid Betancourt. L'Église colombienne a les moyens et les contacts pour convaincre les FARC. Et plusieurs délégués européens vont travailler directement avec l'Église. Il s'agit de gens, dont les Français, qui ont déjà dans le passé établi des contacts directs avec la guérilla. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la communauté internationale fasse une pression énorme sur les FARC pour les obliger à accepter cette médiation humanitaire et qu'ils acceptent aussi la Croix-Rouge. Alors c'est pour quand la libération d'Ingrid Betancourt ? J'espère que c'est pour bientôt. J'espère vraiment que ça va se faire. Elle est mal physiquement. Oui, c'est ce que montrait la vidéo. Plus que des preuves de vie, ce sont des preuves de torture. Le président colombien, qui avait commencé sa journée par un jogging parisien, doit se rendre maintenant en Belgique. Il poursuit sa tournée européenne pour lancer les négociations à sa façon. En Serbie, c'est le candidat nationaliste Nikolić, favorable au rapprochement avec la Russie, qui vire en tête après le premier tour de la présidentielle avec un peu plus de 39% des voix, contre 35,5% au président sortant, le pro-occidental Tadić. L'issue du second tour, qui aura lieu le 3 février, reste donc très incertaine. La bande de Gaza, au bord de la crise humanitaire, ce minuscule territoire qui abrite 1,5 million d'habitants, est l'objet depuis 4 jours d'un blocus total imposé par Israël en raison de tirs de roquettes. Plus d'électricité ni de livraison. La vie tourne au ralenti, rues désertes, files d'attente pour acheter un peu de pain. Face aux protestations internationales, le gouvernement israélien annonce les reprises dès demain de livraison de carburant. Un témoignage maintenant, un témoignage sur la guerre du Sierra Leone en Afrique. Témoignage exceptionnel car il s'agit de celui d'un ancien enfant soldat. Forcé de s'enrôler, il a pris les armes à 12 ans, comme beaucoup d'autres. Il s'en est sorti. Aujourd'hui, il raconte. Philippe Rochaud, Catherine Juste. Ismaël a le regard timide d'un jeune étudiant africain qui découvrirait Paris. Et pourtant, Ismaël a tué de sang-froid quand il avait 12 ans, enrôlé de force par l'armée de Sierra Leone, son pays. Quand ils nous enrôlent dans la guerre, ils ne font pas attention à nos vies. C'est un procédé pervers. On nous force. Et si vous dites non, je n'y vais pas, ils ne vous laissent pas le choix. Ils vous tuent. À l'époque, en 92, le Front révolutionnaire de Sierra Leone, tout comme l'armée, recrutait de force des enfants, de la chair à canon à bon marché. Ismaël a dû tuer sous l'emprise de la drogue et la menace de ses chefs. Il revoit dans ses rêves ces images de combat. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé durant cette guerre. Faire des cauchemars, revoir des images d'horreur, c'est finalement un petit prix à payer à mes yeux, parce que beaucoup de gens n'ont pas survécu. Ismaël évacue aujourd'hui ses angoisses d'enfant soldat dans un livre où il raconte son chemin. Il n'oublie pas que 250 000 enfants dans le monde sont obligés comme lui de prendre les armes et de tuer. Récupéré par l'UNICEF puis évadé de Sierra Leone, il a troqué son uniforme de soldat contre la veste-cravate et fréquente les conférences internationales. Il est écouté par Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme. Il est devenu le porte-parole des enfants soldats. Merci. Le plus efficace serait qu'il n'y ait plus de guerre, car dès qu'une guerre commence quelque part, les enfants sont tout de suite enrôlés. Mais le plus dur est de trouver une volonté politique pour le faire. Ismaël aide aujourd'hui l'UNICEF à réaliser un vaste programme de rééducation pour ceux qui faisaient la guerre en culotte courte. Mais une bonne vingtaine de pays recrutent encore de force des enfants pour leur milice ou pour l'armée.
Toujours à l'étranger, on parle souvent de l'excellence économique allemande. Eh bien, le pays est lui aussi touché par les délocalisations. Le numéro 1 mondial, Nokia, a décidé de fermer sa dernière usine de téléphones portables pour les produire en Roumanie. Une décision qui provoque un tollé car le groupe avait touché des subventions. Angela Merkel elle-même encourage l'idée d'un boycott des produits Nokia. Jérôme Bonny, Brice Boussoir sur place. L'Allemagne est bouleversée par ces images des employés de Nokia mercredi soir. Sous le choc, ils viennent d'apprendre qu'ils sont au chômage. On a travaillé ici jour et nuit, on est même passé à la semaine des 7 jours. Nokia délocalise de Bochum en Rhénanie vers la Roumanie. 2300 ouvriers sur le carreau, 4000 avec les emplois induits. La firme a touché 90 millions d'euros quand elle est venue s'installer ici. Le ministre-président de l'État-région parle de pompe à subventions. Nokia donne l'impression de produire que pour toucher les subventions avant d'abandonner les ouvriers là, sans avenir. La classe politique allemande se mobilise derrière la chancelière Angela Merkel en campagne pour des élections régionales. Plusieurs ministres demandent le remboursement des subventions et le boycott de Nokia. J'appelle cela du capitalisme de caravane. Et c'est autodestructeur pour la marque car les gens perdent confiance. Les Allemands ne croient plus à l'image de solidarité suggérée par le logo de Nokia, dont le chiffre d'affaires risque de chuter ici de 10 à 15%. Les employés n'espèrent pas grand-chose des pourparlers actuellement en cours. Comme on dit, l'espoir meurt en dernier, mais je n'y crois plus. La fermeture de l'usine Nokia est devenue ici une affaire d'État. Et le gouvernement de grande coalition gauche-droite, plutôt divisé ces derniers temps, parle aujourd'hui d'une seule et même voix pour défendre haut et fort les intérêts des travailleurs allemands. En France, une signature attendue et importante pour l'avenir de tous les salariés, l'accord sur la modernisation du marché du travail, ce qu'on a parfois appelé la flexi-sécurité à la française, a été ratifié ce matin au siège du MEDEF à Paris. Parmi les signataires, 3 organisations patronales, 4 des 5 syndicats représentatifs. Seule la CGT s'y oppose, image signée Éric Delagneau. À propos de travail et de pouvoir d'achat, plusieurs malades ont entamé un mouvement de protestation contre la franchise médicale en faisant tout simplement la grève des soins à leur risque et péril, certains définitivement, d'autres temporairement. Le principe même de la fin de la gratuité des soins est contesté. Alors voici les arguments des uns et des autres. Franchise le débat avec Nathalie Sapena et Jean-François Monnier. C'est un acte extrême et inédit. Bruno Pascal Chevalier a cessé son traitement contre le sida depuis 3 mois. Une grève des soins au mépris de sa vie pour réclamer le retrait des franchises médicales au nom de tous les malades en difficulté financière. Tous ceux qui n'ont pas accès aux soins, ils ne sont pas dans la même situation que moi. Tous ceux qui ne peuvent plus se soigner. Mais écoutez ce que disent les gens, quoi. Ils disent, moi, je ne peux plus. Je ne vais plus chez le médecin, je ne peux plus prendre de traitement. Est-ce qu'ils ne sont pas plus en danger que moi ? 50 centimes par boîte de médicaments et par acte paramédical, plafonné à 50 € par an. La réforme doit rapporter 850 millions d'euros chaque année. Mais les franchises sont-elles indispensables ? C'est une des mesures qu'il faut prendre. Effectivement, il faut savoir que chaque Français consomme plus de 2300 € en moyenne. 2300 € de soins médicaux par an et par Français. Et dans les pathologies graves, ça peut aller jusqu'à 10, 15, enfin, il n'y a pratiquement pas de limite. Mais le but, c'est pas du tout de combler le trou de la sécurité sociale, c'est petit à petit de faire rentrer dans la tête des gens que le système solidaire n'est plus tenable, qu'il faut aller vers un système de désolidarisation dans lequel chacun paiera pour sa pomme. Car le débat dépasse la simple question du financement de la sécurité sociale. Il porte aussi sur ses fondements, la solidarité et la responsabilisation des patients. Il y a une émotion qui a été créée par ce mouvement. Cette émotion fait comprendre aux Français précisément que la Sécu, ça a un coût, qu'il faut trouver des ressources, qu'il y a des solidarités longitudinales entre nous et avec nos enfants dans le temps, et que le problème du financement de la sécurité sociale est sur la table. Cette notion de responsabilisation des patients, elle est assez obscène. Obscène. Responsabiliser un cancéreux, responsabiliser un dialysé, un diabétique, une victime de l'amiante, un accidenté du travail, je veux dire, mais on touche au délire, simplement. Les opposants aux franchises sont de plus en plus nombreux. Les différentes pétitions ont déjà rassemblé plus de 300 000 signatures.
Un anniversaire demain, il y aura 1 an, tout juste, que l'abbé Pierre est mort. Les problèmes de logement restent dans tous les esprits. Voici un exemple qui permet de mesurer l'écart entre les annonces, certains diront même les effets d'annonces, et la réalité. Il y a un peu plus de 2 ans, vous vous en souvenez sans doute, la maison à 100 000 € était lancée par Jean-Louis Borloo. On parlait alors de 40 000 réalisations par an. Aujourd'hui, on est à 800 au total. Yann Jiquel, Sébastien Lafargue. La famille l'aînée d'Épinay-sur-Seine, malgré ses revenus de 2 000 € net par mois, est privilégiée. Actuellement locataire dans ce HLM, elle fait partie des 800 familles en France qui seront bientôt propriétaires d'une maison Borloo à 100 000 €. Je sais que j'ai un apport personnel, je sais qu'on a le droit au prêt à 0% parce que bon, j'ai 2 enfants, donc ma femme ne travaille pas, donc je pense que j'ai certaines possibilités. L'idée est partie d'ici à Montreux en Seine-et-Marne, reprise immédiatement par Jean-Louis Borloo, alors ministre du Logement. L'idée, c'est que tout le monde puisse finir par acheter, même si ça prend du temps. Vous n'ayez pas besoin d'avoir de patrimoine personnel au départ, d'héritage ou de revenus très élevés. Au prix d'un loyer, vous devenez un jour ou l'autre propriétaire. 2 ans et demi plus tard, 30 communes en France ont repris le concept. On est très loin des 40 000 maisons prévues par an initialement. Épinay-sur-Seine est une des rares communes de la région parisienne à s'être lancée dans l'aventure. Mais même ici, le chiffre de 100 000 € n'a pu être tenu. Si on veut vraiment arriver à 100 000 €, déjà, il faut effectivement donner le terrain. C'est l'obligation. Autrement, on ne sort pas le produit 100 000 € maison plus terrain. Ça ne fonctionne pas. Manque de terrain, le coût de la construction qui s'envole, plus 7% en 1 an, ont rendu l'opération quasi impossible. À Épinay-sur-Seine, dès l'ouverture du dépôt de candidature pour l'accession à la propriété, 600 dossiers ont été déposés. Aujourd'hui, seulement 28 maisons sont en construction. L'environnement, Renault lance sa première voiture entièrement électrique. Elle ne sera pas commercialisée en France, en tout cas pas dans l'immédiat, mais en Israël, pays aux dimensions mieux adaptées selon le groupe qui se lance sur ce nouveau créneau. Sur place, Charles Anderlin, Alain Gréco. Elle est silencieuse et ne pollue pas. En plus, la voiture électrique démarre plus vite que sa consoeur à essence, à droite sur l'écran. Le tableau de bord est tout à fait normal avec un supplément, une carte GPS qui indique au conducteur l'endroit où il pourra recharger la batterie, car l'autonomie de cette voiture n'est que de 200 km. 500 000 bornes d'alimentation de ce genre doivent être installées un peu partout en Israël d'ici 3 ans. Et afin de ne pas perdre de temps durant les longs trajets, il sera possible en quelques minutes de changer de batterie sans attendre la recharge. Par rapport à un véhicule à essence, l'entretien et l'alimentation d'une voiture électrique reviendra un tiers à 50% moins cher. Pour partenaire, Renault a trouvé en Israël un jeune patron qui a persuadé le gouvernement israélien d'adopter le projet. L'accord a été signé aujourd'hui. Ça y est, c'est parti puisqu'on sera ici en 2011 et notre partenaire est très optimiste puisqu'on est en train de parler de dizaines de milliers de voitures vendues par an, ce qui va nous permettre d'atteindre très très vite les économies d'échelle nécessaires pour faire de ce produit un produit à coût raisonnable, quoi. Bon, et puis en plus il n'y a pas qu'Israël, hein, il y aura d'autres projets qui viendront en parallèle. En France voitures électriques? Oui. Faut être un peu patient avec nous, mais il est évident qu'il y aura des voitures électriques en France. Quels sont les autres marchés? Détail qui a son importance, la voiture électrique devrait permettre à Israël de réduire sa dépendance envers le pétrole arabe. J'en viens maintenant à ce phénomène marginal, mais dérangeant et même choquant, la prostitution étudiante. 2 ouvrages, 2 livres lèvent un coin du voile sur celles qui vendent leur corps pour financer leurs études. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre, Stéphane Guillemot. Aujourd'hui, Laura se cache. De sa famille, de ses amis, de certains de ses clients aussi. Car cette étudiante de 19 ans s'est occasionnellement prostituée. Durant 1 an, elle a vendu ses charmes quelques heures par mois à des hommes rencontrés sur Internet. La première fois qu'elle a consulté ces annonces, c'était par curiosité. On ne peut pas s'imaginer en arriver là, c'est impossible. Et à la fois, ça va tellement vite une fois qu'on y pense. Enfin, une fois qu'on est pris dedans, une fois qu'on voit les mails, une fois qu'on commence à y répondre, c'est un engrenage qui va très très vite. Car Laura a besoin d'argent. Son emploi dans le télémarketing ne lui rapporte pas assez. Elle vit avec son petit ami de l'époque, paye la moitié du loyer, les courses, les factures. Gagner de l'argent devient vite une obligation.
C'est réellement de l'argent rapide et loin d'être facile, puisque la violence subie à ce moment-là, qu'on y aille de notre plein gré ou pas, on ne peut jamais mesurer les conséquences de nos actes. Et réellement, dire que c'est de l'argent facile, je pense que c'est tellement faux. De quoi vous aviez peur? Peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas sur qui on va tomber. Puis le dégoût, c'est assez... on est face à des hommes qui ont un certain âge, qui ont une certaine domination financière, qui sont là devant nous et qui ont ce fantasme de la Lolita, ce côté avec une jeune fille innocente, le côté je vais apprendre, je vais lui montrer, c'est cette perversion qui est là. Les parents de Laura, une infirmière et un ouvrier, ne sont pas assez pauvres pour qu'elle ait droit à une bourse, pas assez riches pour l'aider financièrement. L'étudiante a alors sollicité les œuvres sociales de l'université. J'arrivais pas du tout à finir mon mois sans être dans le rouge et sans avoir les huissiers et les banques derrière. Le Crous m'a proposé de l'aide via les Restos du Cœur, mais c'est vrai que même ça, on se dit c'est une aide, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Aucune étude officielle n'existe sur le sujet. Pour les besoins de son mémoire, Eva Clouet a rencontré quelques étudiants qui se prostituaient. Le racolage ne se fait pas sur les trottoirs. Les nouvelles technologies ont modifié la donne. Recherche demoiselle pour quelques heures de repassage en tenue sexy. On clique sur la rubrique job étudiant et on tombe aussi sur ce genre de proposition en fait, ce genre de job étudiant, offre d'emploi. Impossible aujourd'hui de recenser le nombre d'étudiants qui se prostituent. Plusieurs centaines, plusieurs milliers. On ne sait pas. Aucun des étudiants m'a dit « moi je veux faire ça, je veux continuer toute ma vie ». Non, ils savent en fait que ça répond à un besoin temporaire et leur priorité c'est vraiment leurs études. Ce besoin temporaire, Laura affirme ne plus l'avoir. L'an dernier, elle a obtenu ses diplômes avec mention. Elle a changé de ville, de vie et écrit un livre comme une sorte de thérapie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette année? La chose la plus difficile, peut-être d'en sortir. Direction la Grande-Bretagne maintenant pour un univers bien différent et une initiative qui rencontre beaucoup de succès. Un collège qui apprend également les bonnes manières. Savoir dire bonjour ou se tenir à table, mais aussi coudre un bouton ou repasser une chemise, pas seulement pour les filles. Les familles se bousculent à Brighton, Marisburgo, Dominique Marotel. Jupe plissée pour les filles, costume gris et cravate pour les garçons. Dans ce collège privé de Brighton, l'uniforme est bien sûr obligatoire aussi les cours de bonne manière. Vous devez savoir que les plus grands couverts sont ceux du plat principal. Quel couvert utiliser quand retirer sa veste? À raison de 45 minutes de cours d'étiquette par semaine, ces enfants ne devraient plus jamais manger leur soupe ainsi. Ils la dégusteront correctement en portant la cuillère vers l'extérieur. Tout un art très utile dans la bonne société britannique, tout comme celui de savoir coudre un bouton. Ces jeunes sont certes des privilégiés, leurs parents ont les moyens de payer une scolarité à 10 000 € par trimestre, mais non-y ou pas, ils apprennent ici qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je préfère le rugby, mais je veux bien coudre. De toute façon j'ai pas le choix. Ces cours d'étiquette et de gestes pratiques sont une idée du proviseur. Il se charge d'ailleurs lui-même du cours de repassage. Il suit aussi les progrès de ses élèves en les invitant à dîner chacun leur tour à sa propre table. Un jour, ils devront s'habiller élégamment pour travailler, par exemple. Et leur mère ne sera plus là pour repasser leur chemise. On leur enseigne donc cette aptitude de base. Bien sûr, l'essentiel des cours reste consacré à des matières classiques, la chorale, les mathématiques ou l'anglais. Mais lorsque ces élèves quitteront ce pensionnat à 18 ans, ils symboliseront peut-être une certaine élégance toute britannique. Retour en France, taxer les hôtels de luxe pour financer la restauration du patrimoine. C'est la piste envisagée par la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel. Elle l'a confiée lors de ses vœux à la presse. Elle parle de 2 € par chambre pour les 4 étoiles et plus. Les réactions, vous allez l'entendre, sont contrastées. Jean-François Firet, Bernie Mériot. 695 € minimum pour une nuit dans ce palace parisien, fréquenté aux 3/4 par une clientèle étrangère et fortunée.
Logique donc, selon la ministre de la Culture, que ses clients contribuent à l'entretien des monuments qu'ils viennent visiter. Elle souhaite taxer les hôtels de luxe, 2 € supplémentaires par nuitée. Sachant que 2 €, c'est-à-dire la moitié du prix du soda dans un minibar, c'est 50 millions d'euros. C'est peu de choses. Seuls concernés par cette mesure, les établissements 4 étoiles et au-delà. Les hôteliers s'y opposent, pas assez de concertation et déjà trop d'impôts, estime-t-il. Pourquoi cibler les hôtels et plus particulièrement les hôtels de luxe? Les grandes maisons de luxe bénéficient des touristes étrangers. Les grands vignobles bordelais bénéficient des touristes étrangers. Alors pourquoi les 4 étoiles luxe? Châteaux, églises, cathédrales, les monuments historiques en France, ce sont 43 000 bâtiments qu'il faut entretenir et qui coûtent cher. La ministre dispose actuellement d'un budget de 303 millions d'euros. Nicolas Sarkozy souhaite qu'il passe à 400 millions en 2009. Il y a urgence, plus de 4 monuments sur 10 sont en mauvais état, voire en péril. La suite des défilés haute couture printemps-été 2008 avec au programme John Galliano pour Dior, toujours flamboyant et érotique aussi paraît-il. Et également une avant-première du côté de Elie Saab. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Estelle Collin, Bruno Vignet. Broderie, volutes, satin chatoyant, tout l'imaginaire d'un surdoué à la tête de la maison Dior. Alors, depuis que John est là, le chiffre d'affaires a été multiplié par 6. Voyez, donc John, c'est l'âme de la maison, c'est le successeur de Monsieur Dior. Et en digne successeur de celui qui se rêvait architecte et qui fut couturier, John Galliano se joue de volumes inédits dans des métrages de tissus infinis. Je pense que cette saison, on était plus contrôlé. On a produit de volume sans un milliard de tissus, avec de l'architecture. Mais que serait un couturier sans ses ateliers? Hier, comme aujourd'hui, première, seconde, cousette ou arpette sont les indispensables petites mains qui font d'un rêve une réalité. Passionné d'architecture lui aussi, Elie Saab travaille sur les rondeurs du corps des femmes depuis qu'il a 14 ans. Il coupe, drape à main nue, sans dessin. Cet autodidacte libanais surdoué s'est inventé son destin. Il habille tout le Gotha désormais, les stars de Hollywood. Un luxe qui n'a certes pas de prix, mais des clientes. En bref, une certitude pour le futur de France Télévisions. Les chaînes publiques continueront à diffuser le Tour de France au moins jusqu'en 2013. Le contrat a été signé. À noter ce soir que Complément d'enquête avec Benoît Duquesne revient sur la télévision, audience TNT, service public, les nouvelles guerres de la télé à suivre à partir de 22h20. Plusieurs images de football avec d'abord hier soir la défaite de Lyon en Ligue 1, 3-0 face à Lens. Les Lyonnais qui n'ont plus que 3 points d'avance au classement sur Bordeaux. Nancy battu 1-0 à Nice recule à la 3e place. Voici le dernier but. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana avec un premier gros match. La Côte d'Ivoire vient de s'imposer face au Nigeria 1-0. But de Salomon Kalou, 66e minute. Un peu plus tôt, le Maroc avait battu la Namibie 5-1. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le grand plongeon des bourses partout dans le monde. À Paris, l'indice perd 6,8%. L'Europe redoute maintenant les retombées de la récession économique prévue aux États-Unis. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Valérie Alexandre, 20h50, l'affaire Ben Barka, premier volet de ce téléfilm en 2 parties. Et puis 22h20, complément d'enquête donc autour de Benoît Duquesne. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.